On voit qu'on est la vie à travers la planète. Le système nerveux, là, j'ai passé un peu vite. Mais on voit également que ici, on est séparé par des pièces, des murs, mais ça passe au travers. Autrement dit, vos cellulaires, puis tout ça, ils fonctionnent. Il y a des antennes de fixées un peu partout sur les édifices. Et ça fonctionne que les micro-ondes, parce que c'est des micro-ondes, ça a pratiquement la même fréquence qu'un four micro-ondes. Ça passe à travers les parois pour atteindre votre appareil. Et puis là, à partir de l'appareil, il faut que ça retourne à l'antenne. Fait que si j'avais un cellulaire ici, j'ai une antenne de cachet à l'intérieur, puis il ne fonctionne uniquement que s'il est déjà baignant dans un micro-ondes, donc les tours cellulaires. Et là, même si vous êtes là-dedans, un faible signal va permettre que ça fonctionne. C'est votre cellulaire qui va travailler plus fort tout simplement pour acheminer le signal à l'antenne. Mais l'antenne peut être à 5 km de loin, puis vous avez ça à votre tête, puis il émane jusqu'à 5 km, puis vous allez coller sur un émetteur. Donc, pensez-y, là on parle d'effet thermique, donc on va tolérer qu'une partie du système nerveux va chauffer. Mais avant que ça chauffe, il y a des milliers d'études qui démontrent qu'il y a peut-être des problèmes là. Et quand on a commencé ça, c'était juste les militaires, puis une couple de crackpots comme moi, là, aussitôt qu'on avait une technologie qui était cool, on sautait dessus, puis on s'amusait. Sauf que rapidement, je me suis aperçu que c'était pas si cool que ça, puis finalement, c'était pas cool pantoute. Fait que moi, j'ai des copains qui ont continué, là, ils faisaient de la CB d'un véhicule, puis tout ça, puis ils boostaient des antennes là-dessus, ça n'avait pas d'allure. Là. Quand j'étais dans les forces armées, on avait des gars, là, on voit souvent ça dans les films, là, des gars qui se parlent là, avec un pack, là, puis il y a l'antenne en arrière du dos, là, je peux vous dire une affaire, c'est fort en joie le vert. Parce que le soldat, le jeune homme, en fait, ou la jeune femme, là, sont là, puis ils se promènent, puis là, tu parles des gens à l'autre bord des montagnes, puis l'autre bord des édifices. Ça prend énormément de signal pour acheminer ça dans des densités comme ça. Fait que si tu touches à cette antenne-là, tu vas tomber sur le derrière, c'est sûr et certain que c'est un peu comme un taser. Donc, on a mis ça, mais ça passe à travers les murs, ça passe à travers les planchers, ça passe à travers les corps dans certains cas. Donc, ce qu'on va parler, c'est du rayonnement dit non ionisant. À faire la différence avec le rayonnement ionisant. Rayonnement ionisant, on connaît un peu plus, là, une portion de l'ultraviolet va être ionisant. Donc là, on va avoir vraiment, à court terme, puis ça, nous autres, les humains, on adore ça, on voit une dégradation là, quasiment live avec le microscope, on voit la peau brûler. Fait que ça, c'est intéressant parce que là, tu te dis, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est hors de tout doute. Tandis que là, si on est en bas de ça, là, on n'est pas sûr, puis là, tu regardes, puis bon... Donc, il y a une scission ici qui est très claire et il y a une réglementation qui est très différente. Les radiations ionisantes, en fait, se caractérisent par le fait que leur énergie est insuffisante pour casser, ionisante, c'est ça, est suffisante pour casser certaines molécules. Fait que c'est un peu comme si j'avais une onde, une ampoule UV. Bon, on va prendre une ampoule fluocompacte, tiens. Invention terrible. L'ampoule fluocompacte est un émetteur UV d'abord et avant tout. Et là, on va faire traverser l'UV d'un phosphore, c'est une couche de peinture blanche qu'on met sur le verre, en fait, pour le transformer en un spectre que nos yeux peuvent voir. Mais le problème, c'est que si vous avez fait un trou là-dedans, là, il n'y a plus de phosphore pour pogner cette UV-là. Fait qu'on a un émetteur UV puissant, direct à côté du corps. Fantastique. Fait que ça, si vous avez ça qui est à côté de votre corps, puis vous n'êtes pas chanceux, mais le rayon UV, il rencontre un électron, paf! Il va te pichenoter hors de l'orbite. Ce qui fait qu'on va avoir un atome qui va être débalancé, il n'est plus équilibré électriquement. Et là, on va endommager, parce que les molécules, ils partagent des électrons. Fait que là, on va endommager des molécules. Puis c'est de là que viennent des troubles d'ADN, etc., etc. Parce que là, on endommage des structures. Fait que ça, l'ionisant, c'est assez clair. On va casser certaines molécules, chasser les électrons des orbites atomiques. Merci, bonjour. D'ailleurs, on le voit avec les coups de soleil, hein, c'est très bien connu. Surtout moi, là, je suis rouge carotte. Fait que moi, mon tan, c'est rouge, à peu près. Donc, on sait qu'il faut faire attention à ça. D'ailleurs, on a eu pendant très longtemps là, des salons de bronzage qui sont faits une polémique, je ne sais pas pourquoi. C'est que je me souviens, puis je me souvenais plus pantoute pourquoi on avait écrit ça. Fait qu'il a fallu que je fasse des recherches. Puis je m'en souviens toujours pas, honnêtement. Mais je me souviens, entre autres, que nous sommes traditionnellement, socialement, fortement résistants aux nouvelles réalisations, où il y a un nouveau paradigme. Et que l'on peut avoir confiance en la vie, mais qu'il faut la respecter. Et que la réalité dépasse amplement la fiction. Donc, on s'était dit,
d'éviter des histoires d'horreur que nous avons promis de ne pas répéter, les BPC, la cigarette, l'amiante, les métaux lourds, le nucléaire, la thalidomide, la réalisation d'armes atroces. Donc, malheureusement, ça roule encore, ça, on le voit régulièrement, puis les ondes électromagnétiques, maintenant, commencent à rentrer là-dedans. Donc, rapidement, pour les ondes électromagnétiques, c'est maintenant, depuis 2001, pour le champ magnétique et électrique, possiblement cancérigène, donc classe 2B. Et on a eu un sous-comité sur l'hypersensibilité au champ électromagnétique à Prague en 2004. Le document est disponible sur mon site internet. Fait que tout ce que je vous rapporte, c'est disponible. Vous pouvez le télécharger quand vous voulez. Donc, on parle d'hypersensibilité à l'électricité ou d'intolérance idiopathique environnementale avec attribution au champ électromagnétique. Donc, les symptômes sont très divers. Dermatologiques, donc la peau, rougeur au visage, picotement, sensation de brûlure à proximité d'appareils électriques, ou type neurasthésique et végétatif, donc système neuro-végétatif, contrôle des organes, digestion, régulation, métabolisme, circulation, température. Il y a beaucoup de gens qui font des hauts et des bas au niveau de la température. Homéostasie, respiration, arythmie. On a des troubles d'arythmie qu'on va régler en gérant les expositions. Donc, le comité a conclu en 2004 qu'il y avait entre 3 et 8 % de la population qui était affectée. Et dans 57 % des cas, on voyait rapidement les effets. L'électrosensibilité, c'est une réalité. Même moi, au début, j'y croyais plus ou moins. J'ai beaucoup de mes clients qui sont électrosensibles. J'en parle presque à toutes les années. Ils décident que le voyage est trop lourd pour eux. C'est pas évident. Et ce que je vous dirais qui est le plus difficile, à part la condition de perdre sa job, de perdre le respect c'est de perdre la famille, c'est de perdre l'acceptabilité sociale. Et ça vient rachever beaucoup de mes clients qui, avec du support moral, pourraient passer au travers. Là, la condition en ce moment, c'est que souvent, on va refuser de voir ça. On va condamner ces gens-là, on va rire d'eux autres, on va les marginaliser et les médicamenter lourdement. Fait que beaucoup de gens, de mes clients, ressortent un peu d'un problème comme ça. Je vous dirais que 7 personnes sur 10 dans le domestique qui nous appellent ont passé à travers quelque chose qui est similaire à ça, c'est-à-dire depuis des années qui ont des problèmes de santé. Ils arrivaient à compenser, avec le sommeil, avec la nourriture, etc. À un moment donné, ils n'arrivent plus à compenser. À un moment donné, c'est plus vivable. Ils vont voir le médecin. Ils voient bien qu'il y a des symptômes. Ils ne sont pas capables de trouver de source. Le médecin l'envoie voir un psychologue. Le psychologue, bonne personne, il travaille avec. À un moment donné, c'est beau, je trouve rien. Ils n'ont pas le choix d'être médicamentés. Énormément de médicaments qui se vendent. Et là, il y en a qui se médicamentent. Et il y en a qui disent non, c'est un problème environnemental. Je veux retrouver ma santé, je veux retrouver celle de ma famille. Donc là, juste avant d'appeler l'exorciseur, il appelle un gars comme moi. Et là, j'arrive, puis je débarque avec 25 000 piastres d'équipement. Puis attends, tassez-vous la NASA, moi j'aime ça. Puis on va mesurer très précisément 4 types d'expositions qui sont présumés donner des effets biologiques. On va les contrôler, on va repérer les sources, puis on va diminuer. On va atténuer l'exposition. Donc, c'est un problème, isolement social, difficultés financières, organisation de la vie autour du problème, incompréhension de l'entourage professionnel et familial et la non-reconnaissance du monde médical aggrave énormément la condition. Heureusement, de moins en moins, il y a de plus en plus de médecins maintenant qui vont nous appuyer là-dedans. J'ai beaucoup de médecins qui sont mes clients d'ailleurs. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé classe les champs électromagnétiques possiblement cancérigènes groupe 2B. C'est sûr que les gens vont dire groupe 2B, c'est le plomb, le DDT, l'amiante, le café, je pense, c'est là-dedans, parce que si vous buvez, figurez-vous, 2 gallons de café par jour, ça donne le cancer. Mais, d'ailleurs, l'industrie se plaît à ridiculiser maintenant l'OMS depuis qu'elle a classé ça groupe 2B. Mais moi, je parle à des spécialistes, puis on s'attend à ce que ça soit classé plus élevé que ça, donc ça serait substance cancérigène. Là. Mais bon, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Et le gouvernement fédéral a le devoir et l'engagement formel auprès du Conseil d'Europe de revoir ces normes d'exposition qui sont parmi les plus permissives au monde. On va le voir plus tard. Mais nos politiciens ont fait les promesses de respecter ces choses-là. Mais malheureusement, quand on arrive dans la réalité, c'est pas tout à fait pareil. Ce qui fait que les champs électromagnétiques et la santé, c'est un sujet de très grande controverse. 30% des études faites par l'industrie et ces organismes démontrent des effets de santé. Donc, même si les études sont très bien financées et souvent la méthodologie est faite en sorte pour qu'on cherche de quoi de très précis,
il y a 30 de leur étude qui montrent qu'il y a probablement des effets de santé dangereux. Quand c'est les indépendants, c'est le contraire. C'est 70 des études indépendantes démontrent des effets de santé, même si les études sont difficiles à financer, susceptibles aux attaques légales et aux censures économiques. D'ailleurs, on rit de ça parce qu'on dit que c'est en Chine hein, que c'est censuré. Ici, on est au Canada, dans le pays le plus beau, libre au monde. Ben, Radio-Canada, il n'y a pas si longtemps que ça, ben, le temps passe vite, un peu plus d'1 an. Les normes établies pour notre protection Québec et Canada, ça a paru, là, c'est la presse canadienne qui a fait paraître ça. C'est la très grande majorité, soit 90 des scientifiques travaillant pour le gouvernement fédéral ne se sentent pas libres de parler de leurs travaux aux médias, révèle un sondage réalisé par l'Institut de la fonction publique du Canada. Et si leur ministère prenait une décision susceptible de nuire à la santé ou à l'environnement, la plupart croient qu'ils feraient face à des représailles ou à de la censure s'ils parleraient. Fait que ça, c'est 90 de nos chercheurs. Fait que là, on dit, ben, on attend qu'il y ait 100 des gens, peut-être. En fait, je me demande si en Russie, il n'y a pas plus de gens libres que ça. En fait, ces données ont été révélées par le syndicat qui représente le plus grand nombre de scientifiques au Canada, qui sont employés par le gouvernement fédéral. Et donc, c'est 4000 scientifiques de la fonction publique qui ont répondu, soit 26 des 15 000 qui sont employés par le fédéral, puis la marge d'erreur est de plus ou moins 1,6 19 fois sur 20. Autrement dit, c'est très fiable comme truc. Autrement dit, on est muselé. Mais on le dit de façon très gentille, ça passe bien, en 2 toasts. Mais c'est un facteur qu'on voit pour le pétrole. Hein. Vous regardez que ce soit pour on veut passer le pipeline, puis tout ça, puis personne qui en veut du pipeline. Là, on n'a pas d'argent à faire ici. Puis regarde, ils nous le foutent dans la gorge, mais à répétition. Donc, on a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Quand il y a beaucoup d'argent investi dans quelque chose, la pression est très forte et souvent ces organismes-là vont financer les universités. Donc, bon an, mal an, j'ai des universités qui sont financées à coût de dizaines de millions de dollars. Et donc, c'est faux de penser qu'il n'y a jamais d'auto d'ascenseur. Vous savez, quand l'industrie vous donne des dizaines de millions de dollars, bon an, mal an. Donc, il y a plusieurs rapports, dont le rapport de Bioinitiative qui est disponible sur le site internet de bioinitiative.org ou sur mon site. C'est un rapport qui conclut que les standards en vigueur ne protègent pas la santé et la sécurité du public. Et rapidement, on voit que les êtres humains sont des systèmes bioélectriques complexes et fragiles, qu'une absence d'effet biologique suivant l'exposition chronique aux champs électromagnétiques ne peut pas être garantie et peut-être pas de limite minimale sans effet. Autrement dit, ce n'est pas nécessairement l'effet de chauffage ou d'électrocution qui, à long terme, pourra avoir des effets. Et quand on parle d'exposition chronique, c'est pas juste une grosse exposition. Mettons, vous partez votre faux micro-ondes, puis vous regardez le popcorn sauter dedans. Ça, c'est une très grosse exposition, mais pendant une courte période de temps. L'exposition chronique, c'est la multiplicité des doses 24 heures sur 24. Et les chercheurs ils ont vu qu'il y a certains changements biologiques entraînant les malaises, la maladie et, dans certains cas, la mort. Il y a très peu de doute que les champs électromagnétiques basse fréquence, donc on parle de 60 cycles AC, Hydro-Québec, les champs électriques, les champs magnétiques, forte probabilité d'incidence accrue du cancer du sein, leucémie infantile qui double à partir de 1,4 mg, ou si vous préférez 140 nanotesla, nous on mesure en nanotesla, la norme légale c'est 83 300. Donc les normes sont basées sur des expositions très élevées. Forte probabilité d'incidence accrue d'Alzheimer, Parkinson, maladie du système nerveux, corrélée entre autres avec les champs magnétiques. Étude suédoise dans ce cas-ci. Les utilisateurs de cellulaires et sans fil 10 ans et plus, incidence élevée de tumeurs du cerveau et cancer du système acoustique, souvent côte habituelle de téléphoner. Il y a peu de doute que les champs électromagnétiques des communications sans fil affectent l'activité électrique du cerveau. Et il y a peu d'études sur les effets à long terme. C'est dommage parce que 100% de la population est maintenant exposée. En fait, toute forme de vie sur la planète est maintenant exposée. Et les conséquences sur le développement du système nerveux des enfants sont inconnues. Mais pour l'instant, ce que les scientifiques voient, c'est une possibilité de la baisse de la capacité de raisonnement, jugement, mémoire, apprentissage et comportement. Toutes des caractéristiques qu'on veut encourager auprès de nos jeunes et non pas décourager, à moins que vous ayez un agenda différent. Donc, les champs électromagnétiques basses et hautes fréquences peuvent être considérés comme génotoxiques, d'où la classification là, par l'IARC. Des expositions de très bas niveau peuvent inciter les cellules à produire des protéines de stress, indiquant qu'elles sont en mode défense. Donc, ce n'est pas nécessairement un coup de poing qu'on reçoit, mais un stress, un phénomène d'oxydation. Il y a des preuves substantielles que les champs électromagnétiques peuvent causer des réactions inflammatoires, allergies, changer le fonctionnement du système immunitaire.
énormément de gens ont des enjeux à ce niveau-là. J'ai même des adolescents qui sont un peu fragiles parce qu'ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu d'être sur une ferme et de travailler dur très tôt. Puis ils sont nés avec des ordinateurs, puis ils vont tenir une souris sans fil, par exemple, dans leurs mains. Puis ils vont développer des symptômes d'arthrite juvénile dans les mains. Et on va retirer les sources, puis les symptômes d'arthrite vont disparaître. Mais je peux vous dire, j'en ai qui, avant de se rendre compte que c'était ça, sont allés voir le médecin, puis ça a fait toute une panique pour tout le monde dans la famille. Donc, on voit là qu'il y a des changements qui peuvent se corréler, puis quand on diminue l'exposition, ben, on diminue les changements.